Et si la destruction de seulement 2 ponts suffisait à désorganiser tout un pays, provoquer des pénuries et bouleverser une guerre? Ce n'est pas un film catastrophe, c'est ce que vit Odessa depuis décembre. 2 ponts vitaux, méthodiquement ciblés dans la région, ont isolé le sud, le transformant en îlot vulnérable, coincé entre le Dniestre et le Grand Liman. Avant ces frappes, ces axes routiers et ferroviaires assuraient le passage de près de 60% du carburant ukrainien. Désormais, essence et diesel n'arrivent plus. Les fils s'étirent aux stations, la peur s'installe. En une nuit, le sud d'Odessa se retrouve coupé du pays, alors que toute l'économie dépend de ce lien. Ce n'est pas une simple opération militaire, c'est une offensive pour étrangler l'Ukraine. Si l'isolement perdure, le Sud risque de plonger dans la crise avec inflation, rupture logistique, effondrement de la chaîne d'approvisionnement et perte de contrôle militaire. Derrière ces frappes se joue une véritable guerre d'infrastructures, menaçant l'économie, la résistance armée et la légitimité du pouvoir à Kiev. Comment en est-on arrivé là? Pour saisir la portée de cette crise, il faut revenir sur les faits et décrypter la stratégie à l'œuvre. Première étape, comprendre pourquoi ces 2 ponts étaient si cruciaux et comment leur destruction a bouleversé tout l'équilibre de la région. Pourquoi ces 2 ponts comptent-ils autant et pourquoi leur destruction a-t-elle bouleversé l'Ukraine? Imaginez une région immense divisée en deux par le Dniestre et le Laman, 2 barrières naturelles presque infranchissables. Au nord, Odessa et ses champs qui nourrissent le pays. Au sud, Ismaïl, Reni, Kilia et surtout les ports du Danube, véritables portes vers le monde. Jusqu'à la catastrophe, 2 ponts reliéront encore ces mondes, le pont routier de Mayaki et le pont ferroviaire de Zatoka. Bien plus que de simples routes, ils étaient les artères qui faisaient circuler carburant, nourriture, munitions et permettaient d'évacuer blessés et civils. Leur perte signifiait asphyxier tout le sud. Le 14e jour de décembre, tout bascule. Un déluge de bombes planantes et de drones pulvérise le pont ferroviaire de Zatoka. Rails tordus, portions effondrées, plus aucun train ne passe, ni passagers, ni marchandises. La blessure est assez profonde, mais elle ne reste pas isolée. 11 jours plus tard, le 25e décembre, le pont routier de Mayaki subit la même violence. Drones, missiles balistiques, la chaussée est criblée de cratères, la structure chancelle. Les bus et camions sont interdits, seules quelques voitures s'y risquent encore, surveillées par la police et ralenties par des réparations de fortune. En quelques heures, le lien vital entre nord et sud était rompu. Pour rallier les ports ou ravitailler le sud, il ne reste qu'un détour par la Moldavie, sur des routes étroites et saturées. Le trajet s'allonge de plusieurs centaines de kilomètres, le coût et le temps de livraison sont multipliés par 3 et la logistique du pays vacille. Derrière ces attaques, l'enjeu est vertigineux. Dépendre de routes extérieures mal adaptées, surcharger les frontières, risquer la rupture de l'approvisionnement en carburant et en vivres. La stabilité du pays tout entier est menacée. Mais qui a orchestré ces frappes et dans quel but? Derrière la destruction des ponts se cache une stratégie méthodique. Quand les camions cessent de rouler, ce ne sont pas seulement les stations qui se figent, c'est tout le pays qui tremble. En un instant, un simple point d'impact devient une onde de choc qui traverse l'Ukraine entière. La rupture des flux logistiques fait planer la menace du chaos sur chaque ville, chaque village, chaque foyer. Près de 60% du carburant ukrainien arrivant par les ports du Danube. Ismaïl, Reni, Kilia. Désormais, ces portes vers le pays sont coupées du nord, et les stocks accumulés au sud dorment, inaccessibles. L'essence reste bloquée à quai, tandis qu'au nord de la ligne de fracture, les stations se vident à une vitesse alarmante. À Odessa, les fils devant les pompes serpentent sur des kilomètres. Les automobilistes, gagnés par la peur, dorment dans leur voiture pour espérer un plein. Les rumeurs d'épuisement des réserves enflamment les esprits. La crainte du manque devient contagieuse, la confiance s'effrite. La crise dépasse le simple carburant. Le coût du transport explose. Il a plus que triplé en quelques jours. Là où un camion reliait la frontière roumaine à Odessa en 5 heures, il en faut désormais 15, sur des routes détournées et défoncées. Aux frontières occidentales, les files de camions et de bus s'étendent à perte de vue, transformant le pays en cauchemar logistique. Partout, l'inflation menace. Le prix de l'essence grimpe d'au moins 2 hryvnias là où l'approvisionnement tient encore. Les chaînes de distribution privées de carburant et d'itinéraires fiables risquent de s'arrêter net, faisant planer la menace de pénurie bien au-delà du sud. Aux frontières lessonas, la tension devient insoutenable. Des files interminables, la colère des chauffeurs, l'impatience des passagers, il faut l'intervention de la police, parfois des tirs en l'air, pour éviter les débordements. La peur du lendemain se mêle à la rage. Face à la spirale, le gouvernement improvise.
Les convois sont détournés vers l'ouest, les autorités négocient avec la Moldavie pour ouvrir des itinéraires de fortune. Mais ces routes secondaires ne suffisent pas à absorber le flot colossal de marchandises, et l'improvisation ne compense pas la perte des axes majeurs. Le risque est immense. Flambée des prix, perte de pouvoir d'achat, colère sociale, menaces sur les services vitaux, et en toile de fond, la stabilité même du pays en jeu. Cette crise n'est pas une simple pénurie d'essence, c'est le cœur du système ukrainien qui menace de s'arrêter. Mais au-delà de la crise logistique, c'est aussi la capacité de résistance militaire de l'Ukraine qui vacille. L'armée, elle aussi, dépend du carburant pour tenir ses positions. Et si le prochain seuil, ce n'était pas seulement la crise, mais la chute militaire, car l'isolement du sud d'Odessa, loin d'être une simple péripétie logistique, ouvre la porte à des conséquences stratégiques majeures. La destruction ciblée des infrastructures ne s'arrête pas aux deux ponts. Routes, voies en ferrée, dépôts, même les réserves d'énergie sont systématiquement frappées, créant un enchevêtrement de zones coupées et de flux paralysés. Chaque jour, la logistique militaire s'effondre un peu plus sous ces attaques répétées. Dès lors, ravitailler ou renforcer les garnisons du Sud devient quasi impossible. Munitions, vivres, carburant n'arrivent plus, ou trop lentement. Les itinéraires de secours sont surchargés, improvisés et exposés au moindre bombardement. Le sud d'Odessa prend l'allure d'un enclave encerclé, isolé, de plus en plus vulnérable. Pour la première fois depuis le début de la guerre, une vaste région ukrainienne n'a plus de lien solide avec le reste du pays. Pour Kiev, défendre ces territoires devient un pari dangereux. Dans cette fragilité, la menace d'une offensive russe devient tangible. Tous les regards se tournent vers Ismaïl, Roni, les ports du Danube. Ces points d'instant névralgiques semblent à portée de l'ennemi, qui pourrait profiter du chaos logistique pour attaquer. Le commandement ukrainien, lui, ne parvient plus à garantir le soutien de ses troupes, ni à organiser de relève fiable. Acheminer du matériel ou retirer des soldats devient une opération à haut risque. Peut-être la Russie ne cherche-t-elle même plus l'assaut frontal, mais l'asphyxie, user la résistance ukrainienne jusqu'à la reddition des garnisons du Sud, faute de moyens pour continuer le combat. À terme, cela annonce la possible perte de régions entières, l'effondrement du front Sud et un tournant décisif du conflit en faveur de la Russie. Ce n'est plus seulement le terrain qui vacille, mais la crédibilité et la stabilité de l'État ukrainien. Dans ce contexte, la moindre défaillance peut précipiter l'effondrement d'un pan entier du front. Mais l'onde de choc dépasse largement le champ de bataille. L'heure de la réaction a sonné. Dans le sud de l'Ukraine, désormais isolé, que peut-on encore préserver ? La priorité absolue est de diversifier les routes logistiques et de protéger les infrastructures critiques qui subsistent. Négliger cette urgence, c'est condamner la région à l'asphyxie. Sans nouveaux itinéraires, les approvisionnements et le soutien militaire risquent de cesser. Les axes habituels sont coupés. Il faut imaginer des détours longs par le nord ou l'ouest, quitte à multiplier les coûts et rallonger les délais. Des mesures provisoires deviennent vitales. Organiser des convois sécurisés, utiliser des ferries, solliciter un appui international pour le carburant et les vivres. Chaque solution, même imparfaite, peut ralentir la chute. Mais chaque jour sans réponse aggrave l'exode civil et la défiance envers Kiev. Improviser ne suffit plus. Il faut hiérarchiser. Cibler d'abord la réparation des réseaux énergétiques, médicaux puis logistiques, tout en sécurisant ces points névralgiques contre de nouvelles frappes. Reboucher quelques trous ne sauvera pas la région. Seule une stratégie de crise lourde et durable peut espérer contenir l'effondrement. La transparence devient une arme. Partager les difficultés, planifier les ravitaillements, prévenir la population des risques, c'est empêcher la panique et maintenir la cohésion sociale. Si la gestion vacille, la fuite des habitants et l'effondrement du moral suivront. Ce choc n'est pas qu'ukrainien. L'Europe découvre la fragilité réelle de ses chaînes logistiques. Diversifier, protéger, anticiper, autant de leçons vitales pour tout pays exposé à la guerre ou à la déstabilisation régionale. Attendre, c'est risquer l'irréversible. Perdre le Sud, perdre la confiance, perdre la guerre logistique. La désorganisation s'étend déjà au nord, menaçant d'autres régions. Et pendant que Kiev réagit, l'ennemi prépare son prochain coup. 2 ponts. Il a suffi de frapper 2 seules artères pour précipiter l'Ukraine au bord du gouffre. 2 ponts, et soudain c'est tout un pays qui retient son souffle. Il ne s'agit ni d'un incident logistique, ni d'un hasard de la guerre. Ce que nous venons de vivre, c'est la mise en œuvre froide d'une stratégie d'asphyxie. En quelques jours, la destruction de ces infrastructures a transformé le sud du pays en un îlot isolé, privé de ressources, d'énergie et de capacité de résistance. Derrière la rupture des axes, c'est l'économie nationale qui vacille.
Les ports du Danube, colonne vertébrale de l'approvisionnement en carburant, sont paralysés. Les files d'attente s'allongent aux stations, l'angoisse grandit, les coûts explosent, ce n'est pas une exagération, mais le prix de la dépendance à une poignée de routes vitales. Mais il y a pire. La défense du territoire, le moral des habitants du Sud, la crédibilité du pouvoir central, tout cela chancelle. L'ennemi vise désormais la cohésion du pays, la confiance dans l'avenir, pas seulement des objectifs militaires. Ignorer ce signal d'alarme, ce serait abandonner notre sort à l'adversité. Il ne s'agit plus de savoir si cela pouvait arriver, mais de décider comment y répondre. Sommes-nous prêts à repenser en profondeur notre sécurité, à bâtir une résilience réelle et pas seulement symbolique ? Cette crise doit devenir l'amorce d'une réflexion nationale. Car demain, la cible pourrait être plus vaste. Une région entière, un secteur vital, voire l'économie tout entière. Il est temps d'ouvrir les yeux.